Alors, je ne me présenterai pas, simplement je veux dire que je fais partie du comité scientifique de cette chaire, donc c'est peut-être pour cette raison-là que je suis là. Voilà. Alors, j'avais assisté aux deux précédents colloques comme spectateur, simplement, et cette fois-ci, je suis particulièrement heureux de pouvoir contribuer beaucoup plus directement au débat, pas parce que je me considère comme spécialiste du sujet d'aujourd'hui, mais même si j'ai travaillé dessus dans le passé, mais surtout parce que je suis convaincu que ce troisième colloque, après celui de 2016 sur la transition énergétique et le projet de paysage, et après celui de 2017 sur sobriété énergétique et paysage aussi, ce troisième colloque marque en fait un pas en avant très important dans ce qui est finalement l'objet même de la chaire paysage et énergie, si je peux l'interpréter, qui est de prendre en compte dans toute leur ampleur les relations entre transition énergétique et transition paysagère. Alors, le premier colloque, en fait, il liait le paysage à la production énergétique au niveau des projets de production. Le second s'intéressait plus à la demande, à travers le thème de la sobriété. Et ce qu'on voit, c'est que ce troisième, à travers le thème du métabolisme territorial, en fait, il embrasse toutes les dimensions de la transition énergétique, et ceci, quelle que soit l'échelle, à la fois à l'échelle locale, l'échelle régionale, au niveau national. Donc en fait, à chaque fois, à chaque colloque, on a fait un pas en avant supplémentaire, et là, on est vers une démarche qui est vraiment... qui cherche vraiment à envisager ces relations énergie-paysage dans toute leur globalité, dans toute leur transversalité. Alors ce qu'on voit en effet, c'est que l'expérience de maintenant plusieurs années de chaire énergie et paysage montre que lier globalement, transversalement, transition énergétique et transition paysagère ne va pas de soi, et que l'on manque d'outils pour faire cette relation entre les deux thèmes, donc paysage et énergie. Donc on manque d'outils pour appréhender leur interrelation à toutes les échelles. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a les outils techniques ou les outils conceptuels pour intégrer, quand on le peut, les projets, par exemple, de centrales solaires ou les projets d'éoliennes ou même d'écoquartiers dans les paysages. Mais ces aspects-là, c'est simplement les aspects les plus visibles de la transition énergétique. Et ce qu'on voit, c'est qu'à côté de ça, il y a toute une série de relations qui sont beaucoup plus indirectes, qui sont beaucoup plus invisibles, et qui touchent en fait pratiquement tous les aspects du développement économique, de la vie quotidienne, de la gestion des territoires. Donc en fait, le problème qu'on a, c'est qu'on sait à peu près prendre en compte les impacts visibles de la transition énergétique sur le paysage, mais on ne prend pas du tout en compte ces aspects beaucoup plus invisibles. Alors pour prendre en compte dans toute sa mesure l'ampleur des transformations liées à la transition énergétique, je crois que le plus simple, je prendrai un petit détour, c'est finalement de se remémorer les transitions énergétiques passées. Et je vais prendre un exemple très simple qui est simplement la transition vers le charbon au XIXe siècle, qui a concerné le XIXe et avant en Angleterre, mais bon, qui a concerné la France et tous les pays européens au XIXe siècle et même avant en Angleterre. Alors quand on pense en fait à cette transition vers le charbon, on pense naturellement tout de suite aux puits de mine, aux terrils, dont on voit encore aujourd'hui les traces dans les anciens bassins miniers. On pense parfois aux centrales thermiques, on pense aussi aux villes qui sont polluées par les poussières, ou on pense aussi naturellement aux émissions de CO2 responsables du réchauffement climatique. Mais ça, tout ça, ce sont en fait simplement les conséquences les plus visibles de cette transition charbonnière. Alors, la transition charbonnière, c'est aussi beaucoup d'autres choses. C'est aussi pour la première fois la possibilité de déplacer sur de longues distances de l'énergie stockée très concentrée, et donc la possibilité pour la première fois de construire de grandes usines au cœur même des villes et d'y attirer massivement des populations rurales. C'est donc l'accélération de l'urbanisation en Europe. C'est aussi l'accélération de la mobilité grâce au chemin de fer qui fonctionne au charbon. C'est les premières banlieues avec leur urbanisme caractéristique. C'est aussi un peu plus tard l'accès aux loisirs balnéaires et à la montagne. Bref, en fait, cette transition charbonnière, c'est une transformation majeure des modes de vie, des modes de consommation, de l'habitat, de l'occupation du territoire.
Et c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, parce qu'on pense souvent, quand on pense à cette transition charbonnière, on voit souvent les aspects un peu lugubres, un peu menaçants, etc. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette transition charbonnière, c'est aussi ce qui a sauvé les forêts, notamment en Angleterre. Donc c'est la substitution massive de charbon au bois de feu. Et on a calculé, par exemple, en 1820, en Grande-Bretagne, l'équivalent en superficie de forêt de la consommation de charbon, de la production de charbon en Grande-Bretagne, ça représentait toute la superficie de la Grande-Bretagne, tout simplement. Donc toute la superficie en forêt. Donc naturellement, ça avait aussi des conséquences écologiques majeures qui sont cette fois-ci relativement positives. Alors, si on veut rendre compte en fait, de l'impact sur le paysage de la transition actuelle dans toute son ampleur et dans toutes ses dimensions, et pour reprendre l'exemple de ce qui s'est passé pour le charbon, donc prendre en compte cette transition dans toutes ses dimensions et ses conséquences sur le paysage dans toutes ses dimensions, c'est en fait être capable de lier ensemble à la fois les impacts les plus visibles liés aux nouveaux modes de production et de distribution de l'énergie, donc l'éolien, etc., mais aussi tous ces changements invisibles liés aux substitutions ou au nouveau usage des ressources, donc la question des ressources, aux émissions de pollution et de déchets, aux mutations de l'appareil productif et des modes de vie, aux évolutions de l'occupation ou de l'aménagement des villes, des campagnes et des territoires, et finalement aux transformations des écosystèmes. Donc il faut être capable de prendre tout ça et naturellement d'en voir ensuite les conséquences sur les paysages. Et on voit bien qu'on est très au-delà simplement de l'intégration de la construction des éoliennes dans le paysage, on est très au-delà aussi des expériences locales de sobriété énergétique, et avec aussi, c'est une différence par rapport au précédent colloque, la difficulté supplémentaire de travailler à plusieurs échelles, du quartier en fait, aux régions et aussi au niveau national. Et donc j'en arrive maintenant, après ce long détour, au thème de la journée d'aujourd'hui. Donc on a une difficulté qui est comment appréhender cette transition dans toute sa transversalité, sa complexité. Or il se trouve qu'il existe un outil, ou une série d'outils, dont l'objet est justement de lier ensemble, d'un côté, production, consommation, usage de l'espace, activité humaine, et de l'autre, pollution, déchets, ressources, énergie, écosystème. Outil qui est, je dirais pour le simplifier, mais en fait, en gros, c'est l'approche éco-énergétique ou l'analyse des transformations de la matière et de l'énergie à l'intérieur des écosystèmes, donc à la fois des écosystèmes et des écosystèmes transformés par l'homme, avec toutes les déclinaisons que cette analyse éco-énergétique a connues successivement, l'écologie industrielle, l'écologie urbaine, le métabolisme urbain, l'écologie territoriale, l'économie circulaire, le calcul d'empreinte carbone. En fait, toute une série d'outils qui dérivent en fait d'une approche commune, si on veut, mais qui ont en commun en fait d'essayer de regarder les activités humaines comme des écosystèmes. Alors, je ne vais pas essayer de définir tous ces mots, y compris d'ailleurs, je ne vais pas essayer de définir précisément ce qu'on appelle métabolisme territorial, métabolisme urbain. Je crois que je vais laisser ce soin à des personnes qui sont plus compétentes que moi pour le faire, notamment Sabine Barbe devant moi et Roberta Pistoni qui va intervenir après. Donc il faudrait beaucoup plus de temps et je n'ai pas le temps. Il faut simplement retenir que ces outils permettent de mettre en connexion le fonctionnement des activités humaines et le fonctionnement des écosystèmes à travers notamment, mais pas seulement, la circulation des matériaux, de l'énergie, la transformation des écosystèmes. Et il faut retenir donc que ces outils ont ça en commun et qu'ils peuvent s'utiliser à différentes échelles, le quartier, la ville, le territoire, les pays dans leur ensemble. Alors la question qui se pose naturellement, c'est de savoir dans quelle mesure ces outils, dont je ne vais pas développer le contenu, peuvent être utiles pour nous aider à lier transition énergétique et transition paysagère. Cela suppose donc, de surmonter en fait, deux difficultés, deux obstacles de nature différente, donc pour voir comment utiliser ces outils pour la gestion des paysages. Ça suppose de surmonter deux types d'obstacles.
qui sont de nature assez différente. Le premier, me semble-t-il, peut être en partie résolu. Le deuxième, c'est tout le sujet du colloque d'aujourd'hui. Donc en fait, on verra si on peut le résoudre ou pas. Alors il y a d'abord un premier ensemble d'obstacles qui tiennent aux limites de ces outils déjà existants, limites qui tiennent à la fois à leur lourdeur, c'est pas facile à mettre en place, notamment parce que ça suppose pas mal de données, mais qui aussi tiennent à leur mode initial de construction, qui est très centré sur le fonctionnement de la nature, et très centré notamment sur un fonctionnement de la nature qui met en évidence la circulation de la matière et de l'énergie. Alors, on peut en effet reprocher à ces outils, je pense que les intervenants de la matinée le feront, trois choses différentes. D'abord, une prise en compte qui est relativement incomplète de la dimension spatiale de ces interrelations, dimension spatiale au sens du mot, à la fois une spatialisation insuffisante des flux et une trop faible prise en compte de la consommation et des usages de l'espace. Donc c'est le premier obstacle qu'on a. Deuxième chose, c'est une vision qui est trop restreinte de la notion de métabolisme. Métabolisme, en fait, qui dans ses approches est souvent réduite au métabolisme physique, alors que ça pourrait être étendu au métabolisme social. Et puis troisième chose, auquel je suis particulièrement sensible, parce que je me suis beaucoup occupé de prospective dans le passé, et ça me semble être un point important du point de vue de la transition, c'est une prise en compte trop limitée en fait, de ces outils, une prise en compte trop limitée à la fois du temps et de la prospective. Donc il y a trois faiblesses internes importantes de ces outils, mais je crois que ces faiblesses sont des faiblesses qui sont surmontables, et d'ailleurs des progrès sont faits dans ces trois directions. Et ce qu'on voit historiquement, parce qu'en fait ces outils-là sont des outils qui datent de relativement longtemps, de plusieurs décennies. Ce qu'on voit, c'est que l'analyse matière-énergie, l'approche matière-énergie, a été capable de s'adapter historiquement à de nouveaux défis, et qu'elle sera, à mon sens, qu'elle est déjà capable d'intégrer ces trois obstacles-là, et d'ailleurs on le verra aussi ce matin. Alors, il y a, premier obstacle, donc les limites internes de ces approches. Elles ne sont pas assez prospectives, elles ont une conception trop restreinte de la notion de métabolisme, et d'autre part, elles ne prennent pas suffisamment en compte la notion de l'espace. Et puis, il y a un second obstacle qui, lui, est beaucoup plus grave dans le colloque d'aujourd'hui, et qui est bien évidemment central, et que même quand ces outils sont étendus à la prise en compte des modes de vie et des interactions sociales, même quand elles prennent en compte plus efficacement la dimension spatiale, même quand elles s'appuient aussi sur la prospective, ces outils en fait sont tous, sauf exception, ils ont tous sauf exception un défaut majeur qui est de ne pas intégrer le paysage et sa perception. Et c'est, je crois, la grande originalité de la journée d'aujourd'hui, à la fois d'identifier ces lacunes et de présenter, d'identifier cette lacune, et de présenter les premiers travaux qui cherchent à combler cette lacune, c'est le fait que ces travaux ne prennent pas en compte suffisamment la dimension du paysage, donc qui cherchent à présenter les premiers travaux qui à la fois les travaux qui sont menés en France avec la thèse de Roberta Pistoni, et puis surtout l'expérience des Pays-Bas. Alors les Pays-Bas, en fait, ils sont bons dans tous les domaines. Historiquement, en fait, c'est le pays qui, à la fois, a une longue expérience en matière de paysage, de design urbain. C'est le pays qui a aussi une longue expérience en matière d'écologie urbaine, de métabolisme urbain, et puis c'est celui qui est aussi le meilleur dans le domaine de la transition. Donc en fait, il a toutes ces qualités à la fois, et c'est pas un hasard si c'est aussi aux Pays-Bas qu'on trouve les premières expériences réussies d'intégration du paysage. On verra si elles sont réussies, parce que c'est quand même l'intégration du paysage dans... Alors, donc, une grande lacune, mais une lacune qui peut, là aussi, être comblée. Alors, je vais revenir en conclusion sur les promesses et les difficultés qui sont posées par cette intégration du paysage dans le métabolisme territorial, mais je ne voudrais pas laisser penser qu'on est aujourd'hui dans un colloque de méthodologie. Ce n'est pas un colloque de méthodologie, et donc je vais très rapidement aborder, avant ma conclusion, un second point, qui me semble tout aussi important, qui est celui de l'usage de ces notions d'écologie territoriale, de métabolisme urbain, d'économie circulaire, d'approche éco-énergétique dans la conduite des transitions
énergétique et paysagère à l'échelle des villes et des territoires. Donc en fait, comment ces outils sont utilisés dans la gestion de la transition au niveau des villes et des territoires. Et je dirais de la transition et puis de l'évolution vers des villes bas carbone, des villes post-carbone. La différence entre villes bas carbone et post-carbone, c'est simplement le fait que dans post-carbone, on intègre aussi les problèmes d'adaptation. Alors, Julien Dossier va faire une introduction sur cette dimension d'introduction dans les politiques locales. Donc, simplement, je vais dire deux mots d'introduction de l'introduction. Ce qui me semble important de rappeler, c'est que ces approches ne sont pas seulement des approches, les outils dont j'ai parlé maintenant, ce n'est pas seulement des outils d'évaluation. Ce qu'on voit en effet, c'est qu'à travers leur attention à l'économie des ressources, au bouclage des cycles de matériaux et d'énergie, à travers aussi les connexions qu'elles opèrent entre le fonctionnement des écosystèmes et le fonctionnement des activités humaines, toutes ces approches en fait portent en elles une certaine conception de la gestion des transitions énergétiques et climatiques, certaines conceptions qui renvoient aussi à une certaine conception du rôle des villes et des territoires dans ces transitions, et finalement qui renvoient aussi à une certaine forme de concevoir la transition paysagère. Il y a en effet, me semble-t-il, une correspondance tout à fait étroite entre l'approche systémique qui est au centre de ces travaux dont je viens de parler, le rôle absolument central de coordination et d'intégration que doivent jouer les villes et les territoires, notamment dans l'articulation de l'offre et la demande d'énergie, et finalement la vocation des travaux sur le paysage qui est une vocation synthétique. En fait, on a là différentes formes d'intégration, et toutes ces formes d'intégration sont complètes, et c'est à mon sens de leur bonne articulation que dépendra en large partie le succès ou l'échec de toute transition climatique ou énergétique future. Alors sur un plan plus concret, cela renvoie aux stratégies locales d'économie de ressources, dont l'espace, parce que l'espace est aussi une ressource. Ça renvoie au bouclage des flux de matériaux et déchets, ça renvoie à la minimisation de l'énergie grise et donc aux politiques de construction et d'habitat, ça renvoie à la végétalisation des villes, ça renvoie aussi à l'évolution vers des territoires énergétiquement autonomes, au développement des écoquartiers, à la bonne gestion, la bonne utilisation dans la gestion des empreintes carbone ou écologiques. Ça renvoie aussi à l'évolution vers des modes de vie alternatifs et plus généralement vers des stratégies intégrées de transition vers des villes et post ou bas carbone. Alors, pour avoir travaillé depuis les années 70 sur les approches matière-énergie et m'être investi plus récemment sur la ville post-carbone, je suis moi-même personnellement convaincu qu'il y a une véritable synergie possible entre ces deux ambitions. Oui, je vais finir presque. Et je crois que entre ces ambitions à la fois systémiques de l'approche éco-énergétique, de coordination des villes et puis aussi de synthèse de l'approche synthétique des paysages. Et je crois que la prise en compte en fait des paysages à la fois dans la gestion des villes et dans ces approches éco-énergétiques, c'est en fait une façon de renforcer ces synergies. Je pense qu'on le verra d'ailleurs tout à l'heure à propos des expériences de Saclay. Alors, mais qui dit synergie, qui dit intégration, qui dit aussi volonté de casser les cloisonnements, les barrières institutionnelles, les barrières disciplinaires qui existent à toutes les échelles. Et je crois que c'est la question centrale que pose la journée d'aujourd'hui. C'est un problème en fait essentiellement dépassement des barrières culturelles qui font que aussi bien au niveau des villes qu'au niveau de la prise en compte en fait, des approches énergétiques dans le paysage, il y a des difficultés particulières qui se posent. On verra effectivement, on verra dans l'exemple de Pays-Bas, en fait, que le principal obstacle à l'intégration du paysage dans le métabolisme urbain, c'est essentiellement, c'est pas tellement des obstacles techniques, c'est des obstacles qui sont essentiellement culturels, qui font qu'il y a un problème d'intégration de culture qui se fait pas. Et bon, j'avais publié il y a un an un article dans la revue Projet qui utilisait la métaphore du syndrome de l'éléphant blanc. L'éléphant blanc, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, c'est 6 aveugles
qui viennent de Chine et qui vont en Perse et qui ont comme miracle de voir un éléphant blanc. Et comme ils sont aveugles, naturellement ils ne peuvent pas le voir avec les yeux, donc ils le palpent, ils l'entourent. Et bon, il y en a un qui voit la corne et on leur demande en fait à quoi ressemble l'éléphant blanc. Donc, il y en a un qui voit la corne, qui touche les cornes et qui dit c'est un coquillage. Il y en a un autre qui touche la trompe, qui dit c'est un serpent. Des choses comme ça. Et le problème de l'intégration du paysage dans le métabolisme urbain, c'est le même qu'on trouve au niveau de la transition énergétique dans son ensemble. C'est qu'en fait, tout le monde voit les choses de son côté et il y a des cloisonnements culturels qui font que ça fonctionne de manière générale très mal. Voilà, alors l'espoir qu'on peut avoir, c'est qu'il y ait une alliance qui se fasse entre, d'un côté, la volonté des villes et des territoires d'intervenir dans la transition énergétique, de l'autre côté, l'approche systémique qui est celle des approches éco-énergétiques, et troisième chose, le souci du sensible porté par le paysage pour essayer de casser toutes ces différentes coupures qui existent. Et je pense que c'est une des clés de la réussite future de la transition. Voilà. Merci.